commencions cet entretien de manière à tenir dans les temps impartis. Alors déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Encore une fois, nous sommes tout à fait heureux, Alain Noël, Jean-Robert et moi, de vous retrouver tous toutes les semaines de l'été depuis le 23 juin, mis à part le 14 juillet, comme nous le disions tout à l'heure, puisque nous avons pensé que ce jour-là, vous auriez envie d'aller danser et voir les feux d'artifice. Mais hormis le 14 juillet, bien voilà, tous les jeudis soirs, vous êtes présents, présentes, et nous sommes ici aussi avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc ce soir, nous recevons Michel Maffezoli, qu'Alain Noël va vous présenter, et je vous présenterai ensuite nos deux animateurs. Donc, Alain Noël, je te laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir avec Marie-Thérèse d'accueillir ce soir pour cet entretien d'été Michel Maffezoli, que beaucoup d'entre nous connaissent bien évidemment. Que dire de Michel Maffezoli? D'abord, peut-être le plus essentiel, c'est qu'il a été l'élève, entre guillemets, de Gilbert Durand. Ça me paraît fondamental, qui a écrit un livre que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, qui doit dater de 1960, je pense, si mes souvenirs sont bons. Mais je pense que Michel le précisera tout à l'heure. Donc Michel Maffezoli est professeur actuellement émérite à la Sorbonne. Il a été titulaire de la chaire de sciences humaines de la Sorbonne, donc Université Paris 5. Et il est membre de l'Académie européenne des sciences et des arts. Docteur ès lettres, docteur en sciences humaines, docteur aussi en sociologie. Ces deux thèses ont été effectuées sous le patronage et la direction de Gilbert Durand à l'époque. Il a créé le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, le Centre de recherche sur l'imaginaire, et il est administrateur du CNRS. Tout ça est sur le flyer. L'élément essentiel, c'est que ses travaux portent sur ce qu'il a appelé la postmodernité, et qui nous concerne directement. Ça concerne directement toute la société, mais ça concerne aussi également la franc-maçonnerie, me semble-t-il, car l'un de nos problèmes, du moins c'est ce que je ressens personnellement, j'ai eu l'occasion mardi soir de faire une tenue à la Grande Loge de France et j'ai rebondi sur ce sujet. Nous ne sommes pas rentrés dans la post-modernité et nous nous refusons de voir quelles sont les limites de la rationalité des Lumières et quels sont les projets qui pourraient nous faire dépasser la rationalité des Lumières sans pour autant renoncer aux Lumières. Et je pense que l'un des sujets que va développer Michel, ce sera celui-là. J'ajouterai qu'il est docteur honoris causa de plusieurs universités européennes et qu'il est invité dans de multiples universités. Je vous en fais grâce en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord. Les publications sont très nombreuses. Quelques-unes sont citées sur le flyer, mais je pense qu'il en a fait plus de 60, probablement davantage encore. Je pense que la dernière, c'est la nostalgie du sacré, et c'est le thème que nous avons choisi ensemble d'exposer dans ce sujet, car ce correspond tout à fait en fait au thème de l'identité et de l'altérité, c'est la rencontre de l'autre. Voilà pour la présentation de Michel Maffezoli. Marie-Thérèse reprend la parole. Merci Alain Noël. Donc, je vais vous présenter maintenant nos deux animateurs, on va les appeler comme ça. Tout d'abord, Dominique Gagliardi. Alors, vous remarquerez que nous avons deux Dominique. Alors, Dominique et Dominique Alain, ce sera plus simple. Donc, Dominique Gagliardi, qui est une sœur de la Grande Loge féminine de France, qui a été proviseure, elle est aujourd'hui proviseure honoraire. Mais Dominique a travaillé, et nous qui la connaissons bien le savons, elle a travaillé, elle a dirigé des lycées dans de nombreuses villes du nord au midi, de l'est à l'ouest. Elle a vraiment fait son voyage de compagnon à travers les lycées et je crois que de nombreux lycéens et lycéennes la connaissent. Je ne doute pas qu'elle fut un proviseur avisé et à qui on ne la faisait pas. Elle est membre aujourd'hui aussi de la Loge nationale de recherche Bathilde Vérité, de la Grande Loge féminine de France. C'est aussi la responsable des locaux de la Grande Loge féminine de France à Lyon. Et là encore, Dieu sait s'il faut faire preuve de négociation et de qualité. Et sachez qu'elle participe à de très nombreux groupes de réflexion
maçonnique ou autre, mais ce qui la caractérise, et je trouve que c'est une des caractéristiques de Dominique d'être très ouverte, elle participe à de nombreux groupes de réflexion avec des obédiences très diverses, ce qui fait qu'elle peut ainsi aborder la pensée d'où qu'elle vienne. Elle est donc, vous le comprenez, une sœur très investie et très connue, en tout cas au sein de la Grande Loge féminine de France et des obédiences au moins lyonnaises, si ce n'est davantage. Notre frère Dominique Alain Frémont, qui fut initié à la Grande Loge de France, mais qui maintenant fait partie de la Grande Loge suisse Alpina. Et nous sommes très heureux d'accueillir un Suisse dans ces entretiens d'été. Il est donc membre du groupe de recherche Alpina depuis 1991. Et il faut savoir que ce groupe de recherche, cette structure de recherche maçonnique, est certainement la plus connue et la plus active des groupes de recherche maçonnique dans le monde. Je ne crois pas exagérer en disant cela, mais vraiment, les travaux qui seront produits, en tout cas, sont d'une extrême qualité. Et si vous ne les connaissez pas, je vous incite vivement à vous les procurer et à vous plonger dedans. Donc, notre frère fut également ancien chancelier du canton de Vaud et ses activités dans la politique depuis l'âge de 17 ans, précisons-le, ont fait qu'il a beaucoup approfondi les liens entre la franc-maçonnerie et la politique. Alors, ce ne sera peut-être pas l'objet de notre conférence de ce soir, mais qui sait, parfois, des chemins arrivent à se recouper. Il est actuellement toujours consultant en gouvernance d'entreprise et en stratégie depuis 2003, sachant qu'il est aussi administrateur indépendant depuis de nombreuses années. Alors, je vais vous faire grâce de tous les articles qu'il a publiés, parce qu'il y en a énormément. Donc, on ne va pas avoir le temps de tous les lire, mais si certains sont intéressés, nous leur ferons parvenir tout cela, sachant que non seulement il a publié des articles, mais il a animé de nombreux entretiens, de nombreuses interviews. Donc, c'est aussi un animateur avec une expérience certaine. Voilà mes deux Dominique. Nous allons donc maintenant vous laisser l'antenne avec Michel. Alors, une dernière précision pour les sœurs et les frères qui nous écoutent. Si vous voulez poser des questions, vous utilisez pour poser vos questions l'onglet Q et R et uniquement l'onglet Q et R. Ça ne sert à rien de lever la main, on ne fait rien de ça. Vous ne mettez pas dans discussion des questions, on ne les prendra pas, uniquement l'onglet Q et R. Michel, tu as la parole. Bien, je te remercie. Merci tout d'abord de cette invitation et félicitations aussi, si je puis me permettre, pour cette initiative Collège maçonnique. Voilà, c'est un bel enjeu et en particulier la thématique de ces entretiens d'été. Si je puis me permettre, puisque Alain Noël a rappelé que je suis un vieux professeur, la thématique me paraît particulièrement pertinente. C'était un peu le jugement que je portais par rapport à mes thésards. Pertinente, c'est-à-dire en accord avec l'esprit du temps. Et en même temps, c'est une thématique qui est une thématique, de mon point de vue, prospective. Je veux dire par là, en gestation, avec le changement, la mutation que nous sommes en train de vivre. Et je suis de ceux qui, en effet, réfléchissent depuis de longues années sur cette postmodernité en gestation, ce qu'on appelle d'une manière un peu sophistiquée une transition épocale, tout simplement comme cela se produit régulièrement, un changement de paradigme. Alors par rapport à la thématique générale qui est la vôtre pour cet été, le fil rouge de mon propos, pour amorcer finalement, si j'ai bien compris, un échange, je rappelle et je le rappelle toujours que Aristote, quand il montrait la différence entre la philosophie, c'est-à-dire la pensée, et la doxa, l'opinion, il disait l'essentiel, c'est pas de donner des réponses, c'est de poser des questions, savoir poser des questions. Et pour moi, ça a toujours été mon travail, dans tous mes livres, dans mes cours, dans mes conférences. Je ne donne pas véritablement de réponses, mais bellement essayer de poser des questions. Alors, le fil rouge de mon propos sera
en 3 points. Le glissement de l'identité auquel nous sommes habitués, qui a caractérisé la modernité, je le dirais, aux identifications multiples. Premier point. Deuxièmement, ce qui est en train de se passer, comme dirait Kierkegaard, quand il y a un changement d'époque dans la crainte et le tremblement, je dirais le passage ou le glissement d'un petit soi, l'individu, l'identité fermée en lui-même, à un soi beaucoup plus vaste. Je donnerai quelques références à cet égard. Et troisième point qui m'est cher depuis longtemps, c'est justement le retour de l'altérité, l'autre, de l'autre, sous ses diverses modulations, autre qu'à bien des égards, on avait nié, dénié, ou que l'on ne voulait pas voir. Voilà un peu ce qui sera, encore une fois, ce fil rouge de mon propos pour amorcer la discussion. Mais alors, nostalgie du sacré, je préfère dire, et peut-être que je le préciserai tout à l'heure dans la discussion, le retour du sacré. De mon point de vue, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, il faut bien le dire, chaque fois qu'il y a une transition importante, c'est bien ce qui est en jeu, c'est ce retour, moi qui me paraît important, et je dirais de quelle manière. Mais avant de commencer sur ce thème du sacré, quand on prend le risque de m'inviter, je rappelle, si je puis me permettre de le dire ainsi, quelques banalités de base, là encore en 3 points. Notre cerveau reptilien, ce qu'on a intégré avec la culture, pour moi la culture c'est ce qu'on suce avec le lait maternel, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, notre cerveau reptilien c'est une espèce de linéarisme qui a été la grande caractéristique de la tradition occidentale et précisément de la tradition moderne, une espèce d'évolutionnisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va arriver progressivement à un point B de civilisation absolue. Cela s'est formalisé au XIXe siècle, qui, de mon point de vue, est le grand siècle moderne, le grand siècle de la modernité, où tout ce que nous vivons actuellement a été concocté. C'est ce qui s'est appelé la philosophie de l'histoire, avec un grand H, tel que Hegel l'a formalisé. Et tout au long du XIXe siècle, s'est élaboré le mythe du progrès, le progressisme. C'était justement quand j'ai fait ma thèse d'État avec Gilbert Durand en 1978, c'était une critique de ce progressisme, une critique, je dirais, de ce mythe du progrès. Donc moi, je dirais qu'à l'opposé de ce linéarisme, à l'opposé de ce progressisme, à l'opposé de cet évolutionnisme, le bon sens et la droite raison réunie, si je le dis ici en citant Joseph de Maistre ou d'ailleurs Descartes, montrent qu'il y a des époques. J'aime beaucoup les étymologies et je rappelle que le mot époque en grec signifie parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Et quand on regarde encore une fois sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation, eh bien on se rend compte qu'une époque dure 3-4 siècles. La nôtre a commencé au XVIIe siècle, le cartésianisme en étant une belle expression, s'est conforté au XVIIIe siècle, philosophie des Lumières, s'est systématisé au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, et a fonctionné tant bien que mal jusqu'à la moitié du XXe siècle. Les mutations s'observent dès les années 60, 64 Berkeley, 68 révolution juvénile en Europe, qui montrent bien évidemment, ou avec difficulté, encore une fois, la saturation de cette grande idéologie, de ces grandes valeurs modernes. Voilà, donc époque, il y a des époques. Entre les époques, c'est ce que nous vivons actuellement, et soyons précis sur les termes, il y a des périodes. Autant les époques durent 3-4 siècles, les observateurs là-dessus, philosophes, économistes, sociologues ont des différends, mais enfin peu importe, autant les périodes ne durent que quelques décennies. En gros, entre deux époques, entre quelque chose qui est en train de s'achever et quelque chose qui est en train de naître. Époque crépusculaire, où on voit les lumières deviennent un peu clignotantes, période où, tant bien que mal, on vit la fatigue, justement des valeurs qui sont en train de s'achever, et où on entend ce que j'appelle, moi, les balbutiements d'une nouvelle époque en gestation. Cela montre en quelque sorte qu'il y a à la fois de l'impermanence et de la continuité.
impermanence de quelques valeurs qui ont bien marqué dans les 3-4 siècles qui viennent de s'écouler, et continuité, la vie continue. La formule que j'ai proposée pour rendre attentif à cette première banalité, c'est la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Deuxième point, deuxième banalité, quand il y a justement ces transitions, ces mutations, peu importe les termes qu'on peut employer, il y a une distinction auquel on n'est pas attentif et qui pour moi est un des facteurs importants de ce qui est en jeu actuellement entre la société officielle et la société officieuse. Société officielle, qui est celle des institutions, de ce qui est institué, et moi c'était une des grandes idées de mon travail, en même temps rendre attentif qu'il y a ce qui est instituant, ce qui arrive, en particulier représenté bien évidemment par les jeunes générations. Donc voilà encore une fois une distinction qu'il convient d'avoir à l'esprit. La société officielle continuant à seriner, continuant à rester sur les grandes valeurs qui ont marqué les 3 siècles qui viennent de s'écouler, la société officieuse, encore une fois, étant en balbutiement, n'étant pas représentée, ne se sentant pas représentée par les institutions. Dans ces moments-là, dans cette distinction, il y a, si je puis dire, un abattardissement de ce qui était fondateur, une inversion en leur contraire. On a pu dire, moi j'ai eu un grand ami sociologue italien, Alberoni, il lui parlait de montrant comment, par exemple, l'énamourement eh bien, devient une tétanie conjugale. Pour ceux qui ont travaillé sur le communisme, Boris Souvarine a pu montrer en quelque sorte comment la dictature du prolétariat était devenue la dictature sur le prolétariat. Il y a aussi un livre dans ce même ordre d'idées, un de mes grands amis, il y a longtemps et malheureusement décédé, Guy Hockingham, qui avait écrit un livre intéressant, Lettres ouvertes à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, les 68 arts, les gens de ma génération. C'est-à-dire en montrant en quelque sorte comment on avait perdu ces valeurs qui avaient été celles de 68 et on était devenus des notaires à la place des notaires que l'on contestait. À ces moments-là, je dirais que, alors, à ce moment-là, les boomers, comme on dit actuellement, ont désenchanté le monde. Je dirais de quelle manière? Il est possible, en tout cas c'est mon hypothèse, que les jeunes générations soient en train de réenchanter ce monde. Il y a à ces moments-là un décalage, un déphasage, c'est aussi l'objet d'un de mes livres, entre les élites et le peuple, faillite des élites. Et à ce moment-là, il faut arriver à trouver les mots, trouver les noms, qui soient en quelque sorte pertinents. Vous vous souvenez de Platon dans La République, quand il montre quand il y a une dégénérescence d'une société, il y a la fraude aux mots. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui prévaut, des incantations. On chante des mots, des choses dont on n'est pas convaincu. Moi, ce que j'appelle la médiocrité de la médiacratie, qui tente à prédominer. Voilà ma deuxième banalité. La troisième banalité, c'est que dans ces moments, eh bien, il y a effort à faire. C'est Heidegger qui dit « l'absence de pensée est un autre inquiétant qui nous caractérise ». Et il faut prendre soin des idées contre justement la bien-pensance, contre ce que Durkheim appelait le conformisme logique, le politiquement correct, etc., sous ces diverses modulations, arriver à trouver les idées mères. Chateaubriand, qui est un bon observateur justement du passage de l'Ancien Régime avec la Révolution française à ce qui va devenir l'important de la modernité, disait il faut trouver les idées-principes. Là encore, étymologiquement, principe, c'est principium, ce qui sert de fondement. Principe, c'est également ce qui fait princeps, ce qui fait autorité. Donc, trouver les idées-principes, ce qui montre en quelque sorte que certaines sont en train de s'achever, vous l'avez compris, et que certaines sont en train de naître. Voilà, c'est à partir de ces banalités que je considère qu'il y a actuellement un retour du sacré, peut-être même, si on veut accentuer le terme, du sacral. C'est un terme qui avait été proposé par le philosophe catholique Jacques Maritain pour montrer quelque chose qui se diffuse, qui se dilue. Un sacré, en quelque sorte, si je puis le dire ainsi, contaminant l'ensemble des pratiques, l'ensemble des manières d'être. Et pour moi, ce retour-là, eh bien, c'est tout simplement la résurgence du religieux, de la religiosité dans les sociétés contemporaines et précisément, en effet, dans les sociétés postmodernes. Je considère que ce retour-là
en fait, est la conséquence du ressurgissement de l'imaginaire. Donc, bien évidemment, je suis disciple de Gilbert Durand, qui fut mon maître, qui a écrit un grand livre paru en 1960, en effet, au PUF, qui s'appelle Structure anthropologique de l'imaginaire. Il a aussi écrit, et c'est important d'avoir cela à l'esprit, les grands mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Un livre que l'on cite assez peu, mais qui, à mon avis, est important, où il montre bien ce ressurgissement de l'imaginaire, l'importance de l'imaginaire qui anime une société, anime dans le sens du terme, lui donne son âme en quelque sorte. Et il précisait, pour ma part, chaque fois que j'ai l'occasion de rendre attentif à cela, eh bien, je reprends ces images très simples. L'imaginaire, c'est une atmosphère, hein, c'est un climat. Et tout comme il y a, soyez-y attentifs, des changements climatiques stricto sensu, existent aussi des changements climatiques spirituels dans l'esprit du temps. Un grand philosophe espagnol qu'on connaît malheureusement peu en France parle justement, pour montrer ces grandes mutations, il parle d'un impératif atmosphérique, un peu à la manière de l'impératif catégorique d'Emmanuel Kant, impératif atmosphérique, c'est-à-dire qu'on est déterminé par les mutations, par les changements de paradigme qui sont en jeu. Alors pour moi, ce changement, cet impératif atmosphérique, eh bien, fait que, à l'encontre, je dirais, d'une marxisation des esprits, et là, ce n'est pas politiquement que j'ai dit cela, gauche et droite confondues, marxisation des esprits, c'est-à-dire quelque chose qui repose sur un matérialisme vulgaire. Hein. Je rappelle que la grande idée marxienne ou marxiste, c'était ce qui est important, c'est l'infrastructure, l'économie. La superstructure, ce qui vient à côté, la culture, la religion, tout ça, c'est secondaire et c'est de peu d'intérêt. Eh bien, moi, je dirais qu'à l'encontre de ce matérialisme vulgaire, une dominante économiciste, eh bien, l'imaginaire, justement, cette mutation en cours, rappelle qu'en fait, l'économie, le politique, le social sont tributaires de l'imaginaire collectif. L'imaginaire collectif dans le sens simple du terme, les rêves, les idées, les fantasmes, les mythes hein, qui nous travaillent, qui nous traversent de diverses manières. C'est ce qu'un grand sociologue, juriste, économiste allemand, Max Weber, a bien montré. Il a écrit un livre fameux qui s'appelle L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, hein, montrant comment la société moderne va naître justement à partir de cette grande mutation qui va être l'éthique protestante, l'éveil du protestantisme, la réforme. Et il avait une petite phrase qui résume ici mon propos. Il disait, à certains moments, on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel, c'est-à-dire ce qui est réputé irréel. Irréel, ce serait ça l'imaginaire. Et je pense qu'il y a actuellement, à partir de ce qui est en jeu, on se rend compte du décalage existant entre ce matérialisme effréné, institutionnel, d'une élite en perdition, et puis, de mon point de vue, le retour des valeurs traditionnelles. Intéressant de voir en cette période tous les discours, gauche et droite confondus, parler du pouvoir d'achat, de l'inflation, sans se rendre compte qu'il y a une vraie misère en fait intellectuelle, une vraie misère spirituelle qui est bien plus importante que le pouvoir d'achat et que l'inflation. Et c'est ce matérialisme dominant, je dis bien, de la société officielle, de ceux qui est institué, qui justement ne convient plus, en particulier aux jeunes générations. En effet, pendant 35 ans, j'ai dirigé un centre à la Sorbonne, le centre d'études sur l'actuel et le quotidien, qui a analysé, au travers d'une trentaine de chercheurs qui travaillaient sous ma direction, justement quelles étaient ces mutations pour les jeunes générations en particulier. Et on a montré, on l'a écrit, moi je l'ai écrit dans de nombreux de mes livres, et mes chers collègues et chercheurs de mon centre l'ont fait à leur manière, qu'il y a en quelque sorte chez ces jeunes générations éprise d'un nouvel enthousiasme. Je rappelle là encore, pour rester dans l'étymologie, que Platon, dans le Timée, rappelle que le mot enthousiasme, ça veut dire Dieu en soi, entheos. Et je pense qu'il y a chez cette jeunesse une envie justement du pathos, émotion vécue, un terme que nous employons sans bien y faire attention et qui est un terme important, même si c'est un néologisme en français, émotionnel, qui traduit tout simplement une ambiance dans laquelle on baigne. Et voilà, je dirais, moi, ce décalage
entre un institué qui reste encore une fois dominé par le matérialisme effréné et en même temps ces jeunes générations qui sont éprises de bien autre chose. Et c'est ça, pour moi, qui est la vraie caractéristique de la crise que nous vivons, de la transition épocale qui est en jeu, et rien ni personne n'y échappe, et même pas les obédiences maçonniques qui, à bien des égards, restent encore sur des valeurs qui sont à bien des égards des valeurs dépassées. Alors voilà mon hypothèse de base, époque. Il y a des époques donc qui sont certaines, celles que nous sommes en train de quitter, dominées par le rationalisme, j'y reviendrai, ce qui a pour conséquence l'utilitarisme et le quantitatif. Et il est d'autres époques, à mon sens, c'est ce qui est en gestation actuellement, où ce n'est plus ce simple rationalisme qui va prédominer. Ce que j'ai proposé, c'est le titre d'un de mes livres, La raison sensible. Là encore, Aristote, c'est-à-dire montrant qu'il n'y a rien dans la raison qui ne vienne d'abord dans les sens, qui ne vienne d'abord des sens. Et l'accent étant mis à ce moment-là, non plus sur le simple quantitatif, mais sur le qualitatif. J'interviens très souvent pour des chefs d'entreprise qui, eux, se rendent compte qu'il y a cette mutation concernant ces jeunes managers qui vont être amenés à diriger et ces jeunes gens n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner. Et s'emploient à bien des égards, si je reprends ici une formule nietzschéenne, à faire de sa vie une œuvre d'art. Voilà, pour moi, la vraie mutation qui est en jeu, et nous ne serons pas indemnes de ce qui est en gestation actuellement. Encore une fois, il faut en faire à la fois, je dirais, le diagnostic et le pronostic. Alors, le diagnostic, c'est-à-dire ce que l'on est en train de quitter. Généalogie, si je le dis, cette expression qui fut l'expression à la fois de Nietzsche, de philosophes français tels que Deleuze, etc., eh bien, c'est que le paradigme de la société officielle, le paradigme moderne, est en train de ne plus être efficace. Je rappelle là encore que quand Thomas Kuhn, qui est cet historien américain des sciences et des techniques, c'est lui qui a proposé le premier ce mot de paradigme, parle de paradigme, il rappelle tout simplement, métaphoriquement, le paradigme, c'est une matrice. Une matrice peut être féconde, une matrice peut devenir inféconde. C'est ce qui est en jeu actuellement. Le paradigme moderne a fait son temps. Quel est-il? Alors, ce paradigme moderne, je dis bien, ce qui continue à exister dans nos institutions, ceux dont nous sommes, les gens de nos générations, encore une fois, les protagonistes, les porteurs, même si on est à bien des égards décalés. Eh bien, la culture moderne, l'imaginaire moderne peut se réduire au travers d'une formule très simple, l'homogénéisation de la société. Un des grands sociologues, qui est mon compatriote puisque je suis de la France, Auguste Comte, quand il définissait la société du 19e siècle, et d'ailleurs la science qui devait en rendre compte, la sociologie, il disait en latin « reductio ad unum », on réduit à l'un de l'individu, j'y reviendrai, l'un de l'État-nation, l'un des grands systèmes de pensée qui ont constitué cette modernité. Réduction à l'un, reductio ad unum. Alors, cela repose, et on est là au cœur battant de ces entretiens de l'été, ce que j'ai appelé pour ma part, et ce qui est là, le pivot de la modernité, la mise en place d'un individualisme épistémologique. Individualisme. On voit l'émergence de cet individualisme, je dis bien individualisme épistémologique, on continue à parler de l'individualisme qui serait à l'œuvre dans nos sociétés. Je montrerai, et je l'ai montré dans beaucoup de mes livres, que ce n'est plus cet individualisme qui est en jeu, mais cet individualisme a été, encore une fois, le pivot. Descartes, individualisme philosophique, cogito ergo sum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. On rappelle que justement, avant Descartes, celui qui pensait par lui-même, celui qui quittait la communauté, il était hérétique, il se coupait de la communauté. Donc cet individualisme du cogito cartésien est l'acte de naissance philosophique de cet individualisme épistémologique. À peu près à la même époque, ce qui va devenir l'individualisme religieux, Luther, la réforme protestante, Calvin bien évidemment, seule la foi, sola fide, Gutenberg. Le problème est simple, retenez l'idée. Le texte sacré, la Bible, est traduit en langue profane.
Gutenberg, ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une église qui interprète le texte. Tout un chacun peut lire lui-même le texte et rentrer en connexion directement avec son Dieu. C'est ça l'individualisme religieux qui a caractérisé, encore une fois, la réforme protestante, le modèle anglo-saxon et à bien des égards, la modernité. Et troisième point, individualisme philosophique, Descartes, individualisme religieux, Luther et Gutenberg, individualisme politique, le XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, hein, parmi les grands auteurs, les grands philosophes qui ont marqué ce moment, Rousseau, hein, les 1000 romans d'éducation. Il convient en quelque sorte de tirer le petit enfant de la barbarie où il est pour l'amener à la civilité, de l'animalité pour l'humaniser. Et le dernier mot de l'Émile, de Rousseau, c'est si ce processus est réussi, l'individu devient un individu autonome. En grec, ce mot est très fort, autonomos, je suis ma propre loi. Et c'est à partir de cela que c'est d'abord le fameux contrat social. Un individu capable de faire son histoire va s'associer avec d'autres individus autonomes pour faire l'histoire de la société. Voilà, je dirais, la mise en place de cet individualisme que j'appelle épistémologique, l'identité. Au bout du processus éducationnel, on est censé avoir une identité sexuelle, professionnelle, idéologique. L'identité, ce que Michel Foucault appelait l'assignation à résidence. Et on a une carte d'identité avec une adresse, etc. Et c'est cette idée générale d'autonomie. C'est à partir de là, soyons clairs, que c'est d'abord les grandes valeurs modernes, hein, le travail qui était en quelque sorte une nécessité va devenir une valeur. Hein. Valeur travail, eh bien c'est à la moitié du 19e siècle, c'est Karl Marx qui est le créateur de cette expression valeur travail, c'est-à-dire quelque chose qui fait que comme il y a eu l'économie de soi par l'invention de l'individu, il va y avoir l'économie du monde et c'est l'importance de l'instrumentalité, hein, encore une fois, du travail comme étant la valeur essentielle, valeur travail. Cela se réalisant au travers de ce fameux rationalisme. Hein. Le rationalisme, ce n'est pas la rationalité. Les époques précédentes, il y avait la raison, mais il y avait le jeu, il y avait le ludique, le festif, l'onirique, etc. La Renaissance en est une bonne expression. Le rationalisme, c'est ce qui va s'élaborer justement, et Max Weber que j'ai cité le rappelle fort bien dans l'éthique protestante, rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Et Weber montre que c'est ce rationalisme qui va aboutir au fameux désenchantement du monde. L'expression est de lui, Ensäuberung der Welt. Et on a traduit désenchantement du monde, le terme allemand Zauber, c'est sorcier, ce serait en quelque sorte des magifications du monde. Hein, voyez. Et je pense que c'est ça le rationalisme qui est la conséquence en quelque sorte de cet individualisme que j'ai posé tout à l'heure. Donc, valeur travail, grand rationalisme, cela aboutissant en quelque sorte à ce qui est, encore une fois, une des valeurs officielles, l'utilitarisme ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Un des grands philosophes, moi qui m'a beaucoup marqué, Heidegger, poussant jusqu'au bout cette idée d'utilitarisme, parle de ustensilarité. Hein, tout est le monde, les autres, soi-même, on est considéré comme des ustensiles, dans le sens simple du terme, hein, comme des ustensiles de cuisine que l'on peut manœuvrer, manipuler, hein, ce que j'ai à la main. Pour les gens de mon âge, on nous apprenait au lycée la formule du Cinna de Corneille, « Je suis maître de moi comme de l'univers hein, ». Je le suis, je veux l'être et le serai encore, etc. C'est ça l'utilitarisme, l'ustensilarité sur le fondement de ce que j'ai indiqué, cette émergence d'une identité fermée en lui-même. Hein. La formule cartésienne est d'ailleurs très belle. Cogito ergo sum in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. On voit bien comment, hein, c'est d'abord en quelque sorte, voilà les grandes valeurs qui ont constitué la modernité, je dis bien, hein, qui restent encore les valeurs officielles de la société officielle, qui est transbahutée dans les institutions, dans l'éducation, sous ses diverses modulations, qui, à bien des égards, n'est plus en phase avec l'esprit du temps.
hein, c'est la verticalité de la loi du Père, c'est ce qui aboutit donc à ce fameux désenchantement du monde. Alors, par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure, au début, il me paraît qu'il y a actuellement une inversion de polarité. J'ai bien dit la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Le mot que j'utilise et que j'emprunte d'ailleurs à un sociologue américain spécialiste de la culture, Sorokin, c'est l'idée, c'est qu'à certains moments, il y a une saturation. La saturation en chimie, c'est quand les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent plus rester ensemble, usure, fatigue, etc. Il y a déconstruction. Et en même temps, ces molécules vont entrer dans une autre composition. Et je pense, moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer actuellement, une saturation. C'est-à-dire le corps qui fut celui de la modernité, les grandes valeurs qui ont constitué la modernité, qui se sont diffusées, Michel Foucault l'a bien montré, au travers de nos diverses institutions tout au long du XIXe siècle, sont saturées et est en train d'émerger une autre manière d'être. Et voilà ce qui serait ici mon pronostic. Après le diagnostic très rapide, je vous prie de m'en excuser, que je viens d'indiquer, une inversion de polarité, soyons clairs, qui est plus vécue que pensée. Et là, il y a un vrai désaccord à bien des égards où, j'ose pas dire l'essentiel, mais moi je l'ai vu dans mes débats avec mes chers collègues à l'université, qui restaient, toutes tendances confondues d'ailleurs et toutes dimensions politiques confondues, sur ces valeurs que je viens d'indiquer, et avaient du mal, dans le sens simple du terme, à apprécier, c'est-à-dire à donner son prix à ceux qui étaient en gestation actuellement. Alors voilà mon hypothèse. Depuis, en effet, une quarantaine d'années, ce que j'ai développé au travers de nombreux de mes livres, j'en ai pas écrit 60, mais j'en ai écrit une quarantaine, où j'essaie de montrer cette inversion de polarité, très précisément sur un problème simple, non plus l'homogénéité dont j'ai parlé, l'homogénéisation sous ces diverses modulations, mais l'hétérogénéisation. Le polythéisme des valeurs, puisque j'ai cité Max Weber, ou un de mes grands collègues à la Sorbonne, Gilbert Simondon, parlait, il disait le plus qu'un, non pas l'un, le plus qu'un, en quelque sorte. Ce qu'avait formalisé à sa manière, il faut toujours écouter les poètes qui anticipent à bien des égards, et la formule d'Arthur Rimbaud résumerait tout ce que je vais essayer de dire maintenant, je est un autre. Et c'est ce jeu est un autre rimbaldien, moi, qui me paraît être en jeu actuellement. Non plus simplement l'individu enfermé en lui-même, le petit soi. Individu, rappelez-vous ce que ça veut dire, ce qui est indivisible. Mais au contraire, l'émergence de la personne. La personne est plurielle. La personne, je le rappelle, c'est le masque. Et on a des masques divers à sa disposition. C'est ce que personnellement, dans un de mes livres, j'appelais le glissement de l'identité aux identifications multiples, de l'individu un à la personne plurielle. Non plus le contrat, encore une fois, tel que je le disais il y a un instant, mais les pactes. C'est intéressant de voir que ce mot pacte revient de plus en plus, et dans le fond, ce n'est plus l'individualisme qui va prévaloir, mais bien, c'était un des éléments qui a été important dans mon travail, un de mes livres fondateurs, Le temps des tribus, le tribalisme. Quelque chose qui met l'accent sur quoi essentiellement? Eh bien, sur le sentiment d'appartenance. J'appartiens, des solidarités tribales. Et donc, du coup, le maître mot qu'il faut avoir à l'esprit, et les conséquences pour notre propos sont importantes, ce n'est plus l'autonomie qui va prévaloir, mais l'hétéronomie. La loi, c'est l'autre qui me la donne, qui me dit comment je parle, comment je m'habille, comment je me comporte. Alors là encore, il peut y avoir du pire. Mais il y a aussi du meilleur, solidarité, générosité, caritatif, bénévolat, etc. Toutes choses dans le fond qui met l'accent sur le qualitatif de l'existence. Je dis bien, officieux, pas officiel, plus vécu que pensé, instituant plus qu'institué, etc. Et c'est cela, de mon point de vue, qui redonne sa place à la religiosité, qui redonne sa place au sacré, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui renvoie, soyons clairs là-dessus, moi c'est un de mes propos, le rapatriement du spirituel. C'est-à-dire
en quelque sorte spirituel sous ses diverses modulations, hein, pas institutionnel, mais qui se diffracte en quelque sorte, eh bien un rapatriement. C'était frappant de voir comment ces jeunes générations reposaient sur une conception très oxymoronique. Hein. L'oxymore, c'est l'obscure-clarté qui tombe des étoiles. Accentuation du corps et du spirituel, ce que j'ai appelé, moi, un corporéisme spirituel ou un matérialisme mystique, hein, et ou la raison sensible. Hein, c'est-à-dire non pas simplement un morceau, mais bien évidemment quelque chose qui est beaucoup plus global. Voilà ce qu'est, de mon point de vue, ce retour du sacré. C'est-à-dire, alors pour le dire en des termes un peu plus soutenus, l'entièreté de l'être. Hein, cette entièreté, on a du mal en français à employer ce mot d'entièreté. Il est un mot que nous utilisons de plus en plus et qui traduit cela. Durkheim l'avait proposé, le New Age contemporain le reprend en son compte, une conception holistique, holos, le tout, hein, la globalité. C'est ça l'entièreté de l'être, et moi c'est ce que j'ai appelé une éthique de l'esthétique, hein, c'est-à-dire un ciment à partir des émotions, des pathos, du vécu collectif. Et c'est exactement ce qui est en jeu, c'est ces jeunes générations, non pas simplement l'utilitarisme, mais c'est bien plus beau quand c'est inutile. Hein. Il y a un adage populaire qui dit cela, c'est bien plus beau quand c'est inutile. Et tout cela traduit en quelque sorte ce retour multiforme du bénévolat, de la bénévolence et, de mon point de vue, du sacré, le prix des choses sans prix. Hein, c'est ça le qualitatif. Alors, on est là au cœur même de cette religiosité. Hein, je rappelle de ce point de vue, là encore, une formule heideggerienne fort juste et qui est, à bien des égards, le fil rouge de toute son œuvre philosophique, lorsqu'il dit « on est en train de passer de l'ère du je à l'ère du nous ». De diverses manières, moi, pour ma part, alors c'est le tribalisme, mais j'ai proposé également de parler d'un idéal communautaire en gestation. Ce n'est plus le grand idéal démocratique tel que cette grande dame de la pensée, Hannah Arendt, l'avait proposé, idéal démocratique qui est en train de cesser. On pourra en parler concernant l'attentionnisme contemporain, mais au contraire, un idéal communautaire en gestation. Les tribus, c'est le partage d'un goût, religieux en particulier. C'est-à-dire, c'est ça, les identifications multiples. Et c'est ça le glissement et le passage d'un petit soi à un soi plus vaste. Le soi avec un S majuscule, c'est Carl Gustav Jung qui le propose. Hein, quand il montre en quelque sorte que ce passage, alors le soi, tel qu'il parle du soi, ben, ce n'est pas uniquement ceux qui vivent maintenant, hein, c'est ceux qui sont à venir, ceux qui sont passés, c'est le rapport à la nature, c'est ça qui fait que ce soi, c'est le retour de l'altérité. L'autre du groupe, tribu, communauté, peu importe les termes, l'autre de la nature, qu'on ne se contente pas d'exploiter et de dominer, hein, l'homme comme maître et possesseur de la nature, voilà la grande idée de l'identité cartésienne, et l'autre du sacré. Alors voilà pour moi, si vous voulez, ce passage du petit soi enfermé en lui-même à un soi beaucoup plus vaste. Auguste Comte avait une très belle expression pour parler de cela, il disait le grand être. Et le grand être, eh ben, tout simplement, c'était bien évidemment, encore une fois, les éléments que je viens ici d'indiquer, hein, la communauté, le groupe, la nature, hein, avec lequel on est en connexion. Hein. Gilbert Durand parlait à cet égard du trajet anthropologique, non pas un sujet dominant, un objet, mais un trajet, et bien sûr, l'autre, l'altérité du sacré, le divin sous ses diverses modulations. Alors voilà pour moi ce qu'est la signification ontologique, je pèse ici mes mots, la signification ontologique du sacré. On n'est plus donc dans la version purement économiciste, hein, l'homo faber, hein, qui a marqué, qui a dominé à bien des égards toute la pensée marxisante, ce que j'appelais la marxisation, l'économicisme sous ses diverses modulations. On n'est plus non plus, et c'est intéressant de voir actuellement, de voir la saturation du zoon politikon aristotélicien, l'homme politique, hein, et je pense que la saturation de la politique en est une expression. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La transfiguration du politique ».
On ne se reconnaît plus dans les partis, dans les syndicats, etc. L'abstentionnisme en est une expression la plus simple actuellement. Donc ce n'est plus l'homo faber, ce n'est plus simplement le zoon politikon, mais l'homo religiosus. Cet homme religieux, c'est ça l'importance du sacré. Je rappelle ici une formule de Peggy, c'est l'importance du sacré, dit-il, qui fait l'humanité. Souvenez-vous encore de cette belle phrase de Peggy en montrant qu'il y a un rapport entre la mystique et le politique. Tout commence en mystique, tout s'achève en politique. Mais quand justement le politique s'achève, ce qui de mon point de vue est cette transfiguration, il y a retour à bien des égards sous ces diverses modulations de la mystique. Et voilà ce qui est en quelque sorte, on est en train de retrouver ce que j'appelais il y a un instant le rapatriement du spirituel. On est en train de retrouver à bien des égards eh bien, cette universalité de l'expérience religieuse. Je rappelle que c'est un religiologue, un philosophe allemand, Rudolf Otto, qui parlait de cette idée-là, de cette universalité de l'expérience du sacré, qui trouve des éclipses et puis qui renaît. Et de mon point de vue, c'est ce qui est en jeu. C'est-à-dire, Rudolf Otto parlait de percevoir ce qu'il appelait le réel du lumineux, la luminosité, caractérisant à bien des égards justement ce qui est ce retour, ou cette résurgence, peu importe les termes, cette renaissance, encore une fois, chacun d'entre nous a trouvé les termes qui conviennent. Et c'est à partir de là, eh bien, que peut se recréer le lien social. Un de mes chers collègues, un sociologue belge, qui a écrit des très beaux livres d'ailleurs sur la franc-maçonnerie, Marcel Boldebal, avait proposé ce qui est un néologisme, mais qui est un néologisme pertinent, reliance. Il parlait de la reliance. Et la reliance, moi pour ma part, commentant ce terme-là, je rappelais que reliance, c'est religare, c'est être relié. En anglais, reliance, c'est être en confiance, c'est-à-dire une foi partagée. Voilà ce qui me paraît être en jeu actuellement dans la société officieuse, cette reliance. Le retour, si je reprends une belle métaphore de ce franc-maçon qui était Goethe, le démonique. Il a une belle phrase de Goethe qui dit « le démonique, daimon, c'est le daimon platonicien, le démonique qui fait de l'homme ce qu'il veut et auquel l'homme, sans le savoir, s'abandonne, tout en croyant suivre ses propres inclinations. » Voilà, moi, ce qui me paraît être en jeu actuellement, dans ce démonique, peu importe les termes, retenez l'idée, oubliez le terme, quelque chose, encore une fois, qui fait qu'on est possédé, l'hétéronomie dont j'ai parlé tout à l'heure, et il s'agit là d'un retour, à bien des égards, aux valeurs traditionnelles. Moi, j'ai rappelé dans un de mes livres qui s'appelle « Le rythme de la vie » que notre évolutionnisme nous avait fait oublier le fait que le rythme de la vie, eh bien, c'est quelque chose en grec réo, un écoulement à partir d'un point fixe. Et que dans le fond, on avait oublié le point fixe, la source, et qu'on est en train de retrouver ce point fixe. C'est ce que j'ai appelé un enracinement dynamique. C'est-à-dire, à partir de la racine, il y a de la dynamique, il y a du dynamisme. Alors, le paradoxe, et c'est un paradoxe qui est, je ne peux pas ici le développer, mais ma définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets. Archaïque, non pas dans ce qui est dépassé, mais dans le sens étymologique du terme. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental. Et la synergie, c'est la synergie actuellement de ces choses fondamentales, archaïques dans le sens simple du terme, et à bien des égards la technologie, pour dire bref, Internet. Et c'est intéressant de voir, et peut-être y aura-t-il discussion là-dessus, que justement sur les réseaux sociaux, ce que nous vivons actuellement d'ailleurs au travers de cet échange, eh bien, comment Zoom, Google, les réseaux sociaux, etc., eh bien, reprennent ce que l'institution avait dénié ou ne voulait plus voir. Débat
réseaux sociaux sur justement la religion, moi je travaille sur Saint Thomas d'Aquin actuellement, la multiplicité de ces petits groupes de jeunes qui travaillent sur la philosophie thomiste, qui renvoie, de mon point de vue, à cela. Voilà, en quelque sorte, ce qui est en jeu actuellement, ce qui est vécu, encore une fois, dans ces réseaux, dans ces blogs, forums de discussion, une sorte de technomagie, hein, quelque chose qui fait qu'à bien des égards, il y a à bien des égards véritablement un réenchantement du monde. Alors voilà, je conclus, hein, pour rester dans le temps qui m'était imparti, hein, ce que j'ai commencé à dire tout au début, ce qui avait caractérisé la modernité, ce fameux mythe du progrès, le progressisme. Et d'ailleurs, pour le dire en des termes très simples, c'était la flèche du temps. On y arrivera un peu plus tard, demain. C'est la société parfaite telle que la tradition marxiste, sous ses diverses modulations, l'avait définie. À l'opposé de cette flèche du temps progressiste, il y avait, souvenez-vous-en, le cercle nietzschéen, le retour du même. Pour ma part, ce qui me paraît être en jeu actuellement, si je me suis bien fait comprendre, c'est ni la flèche du temps, ni le simple retour du même, mais l'image que je propose, c'est l'image de la spirale. Et qu'est-ce que la spirale? Eh bien, c'est justement cet enracinement dynamique. Et c'est finalement un élément que les francs-maçons oublient par trop souvent, et c'est bien dommage, c'est la philosophie progressive. La philosophie progressive, la progressivité, ce n'est pas le progressisme. La progressivité, c'est justement cette perspective, je dirais, traditionnelle, dans le sens simple du terme. La tradition, c'est tradare. Ce qui m'a été donné, je le transporte, je le transmets. On n'est plus là, dès lors, dans la simple éducation, dans la simple pédagogie, mais le retour de l'initiation. Pour ma part, je considère que c'est un des trésors cachés de la maçonnerie, c'est qu'il y a ce trésor de l'initiation et qui est une autre forme de la transmission. Chaque espèce animale doit transmettre et nous avions transmis au travers de l'éducation. Il faut revenir à bien des égards à cette autre transmission qui est l'initiation. Voilà ce qu'est la philosophie progressive. Voilà ce qu'est la philosophie traditionnelle, ce qu'est la tradition spirituelle, ce que j'ai appelé le rapatriement du spirituel. Et c'est cela, de mon point de vue, c'est l'objet aussi d'un de mes livres, le réenchantement du monde. Je considère qu'il y a un réenchantement du monde qui est en jeu actuellement, je le rappelle, plus vécu que pensé. Un des grands philosophes du siècle dernier, Max Scheler, dont l'œuvre est largement traduite en français d'ailleurs, avait pressenti cela. Et en particulier, il avait parlé et a développé, d'ailleurs, c'est le titre d'un de ses livres, de ce qu'il appelait Ordo Amoris, un ordre de l'amour. Et de mon point de vue, c'est un peu cela qui est en jeu dans le retour du sacré, non plus être séparé, coupé, enfermé dans la forteresse de son esprit, mais au contraire, ces processus, encore une fois, d'emphase, ces processus d'émotionnalité, cette entièreté qui fait qu'à bien des égards, on partage avec l'autre sous ces diverses modulations. Voilà, chers amis, ce qu'il me paraissait important, en résumé, j'ai bien dit, de dire concernant ce retour du sacré, en me souvenant de cette belle formule de Léon Bloy, qui disait « Le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir, se souvenir de l'avenir. » C'est-à-dire que c'est à partir, encore une fois, de ce qui est transmis par la tradition, eh bien qu'on peut fonder ce que sera la société de demain, à bien des égards, cet ordo amoris qui est le propre même de ces jeunes générations. Voilà, je vous remercie et je me soumets à bien des égards s'il y en a aux questions que vous pouvez poser. Merci Michel pour tout cet exposé très riche et qui est vraiment dans l'air, vraiment qui répond vraiment à des interrogations qu'on peut avoir sur la société, l'évolution de la société actuelle, qui préoccupe beaucoup d'entre nous, bien entendu, et qui aura forcément des répercussions sur la franc-maçonnerie à laquelle nous tenons. Une des premières questions qui sont posées concerne les valeurs. Quelles sont les valeurs dépassées sur lesquelles vous pensez que la franc-maçonnerie
s'inspire et sur lesquelles devrait-elle mettre en avant. Et d'un autre côté, ne faut-il pas trouver sa propre croyance avec les valeurs qui ne perturbent pas l'autre et trouver son propre architecte, faire la laïcité pour tous? Bien sûr, c'est toujours délicat J'ai donné quelques hypothèses déjà sur ce qui est en train de cesser et de ce qui serait en train de naître. Je dis bien, tout ce qui est en train de naître, j'ai dit dans la crainte et le tremblement, pour le meilleur et pour le pire. Et sur les réseaux sociaux, on voit du meilleur et du pire. Moi, ce qui me paraît, ma réponse immédiate à ce que tu viens de m'indiquer, c'est ce que j'ai appelé, là encore un oxymore, une harmonie conflictuelle. L'harmonie conflictuelle, dont la mosaïque d'ailleurs serait l'expression, une belle image, une belle métaphore, hein, c'est-à-dire que dans le fond, chaque petite tribu, chaque communauté, peu importe les termes qu'on peut employer, garde sa configuration, sa structuration, sa couleur, et pourtant il y a une cohésion. L'image que je donne pour bien me faire comprendre, c'est la voûte de la cathédrale gothique. Elle repose sur la tension des pierres les unes sur les autres, qui assure sur la durée la stabilité de la voûte. Alors voilà, moi, ce qui me paraît être en jeu, ce que je vais dire est un peu provocateur, mais ne plus fonctionner sur une république une et indivisible, 19e siècle, mais revenir à la res publica, à la chose publique, où il y a cet ajustement. Et il me paraît, moi, qu'il y a dans la maçonnerie, justement, eh bien, que le sache ou pas, que l'on soit ou pas consciente, hein, et la métaphore de la mosaïque en serait ici une belle illustration, hein, cette espèce de cohésion à partir de la diversité. Je dis bien, ça tient ensemble. Mais voilà la formule que j'emploie, et je te laisse la parole ensuite, harmonie conflictuelle. Il peut y avoir une harmonie à partir, encore une fois, des différences, des spécificités, et c'est ce qui est en train de renaître de mon point de vue. Alors, pour poursuivre dans ta réponse, comment les institutions républicaines peuvent-elles coexister avec les aspirations des jeunes générations qui refusent les marchands du temple? Là, il y a un vrai problème, hein, il y a un vrai problème, ce décalage entre, j'ai dit tout à l'heure, tout au début, l'institué et l'instituant. Et cela s'observe, si tu veux. Alors, prenons un exemple simple. Hein. Moi, j'ai écrit quelques articles ces derniers temps là-dessus, hein, pour ce qui concerne la France, le processus d'abstentionnisme. 50% d'abstention, ce qu'on n'ose pas dire, ce qu'on ne veut pas dire. Moi, sur divers plateaux, quand j'étais questionné de télévision, je rappelais les non-inscrits sur les listes électorales, plus les votes blancs, plus les votes nuls. Voilà, toute chose qui fait qu'il n'y a plus, comment dire, on ne se sent plus représenté. Puisque j'ai cité Hannah Arendt tout à l'heure, quand elle parle de l'idéal démocratique, elle dit j'ai une représentation philosophique, c'est-à-dire j'ai encore plus d'idées, un ensemble d'idées, j'arrive à te convaincre, tu me donnes ta voix, il y a une représentation politique. Actuellement, comme il n'y a plus de représentation philosophique, c'est-à-dire comme il n'y a plus de vraies idées, eh bien, il n'y a plus de représentation politique. Voilà ma réponse, c'est-à-dire qu'il y a actuellement, c'est grave d'ailleurs, je pense qu'on est dans un moment tragique, hein, ce décalage entre les élites et le peuple. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les élites n'aiment pas parler du peuple, ils parlent de populisme. Hein, le peuple sent mauvais, alors que qu'on le veuille ou non, le peuple est là. Hein, et il suffit, encore une fois, de revenir dans nos villages, dans nos périphéries, etc., pour voir que le peuple est là. Voilà ma réponse, c'est-à-dire qu'on est dans un moment où il y a ce décalage. Mais soyons clairs, un des grands sociologues italo-suisses, Vilfredo Pareto, professeur à Lausanne dans les années 20 du siècle dernier, a montré que régulièrement, il y avait ce qu'il appelait la circulation des élites. C'est-à-dire qu'une élite a fait son temps. C'est ce qui est en jeu actuellement. Et on est, pour moi, à la fin d'un moment où, et on voit bien comment ces élites ne représentent plus véritablement, je parle même plus de ces jeunes générations, ne représentent plus en général le peuple. Alors, je vais laisser la parole à Dominique Alain et je reprendrai pour d'autres questions par la suite.
Merci Dominique. Alors Michel, tu parlais auparavant des tribus, et cette notion de tribu est importante, et une des questions, c'est de se dire, est-ce que le passage au mode tribu n'est-il pas un vecteur d'intolérance par le rejet de ceux qui ne pensent pas comme moi, à contrario des grands idéaux humanistes des Lumières? Bon, quand j'avais proposé mon livre Le temps des tribus, date de 1988, bon, c'était une forme de provocation. Hein, c'était pour montrer qu'on n'était plus dans une société une, mais qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus ouvert. Et l'image que j'ai employée, c'était la chose suivante. Les ethnologues, quand ils nous parlent des tribus, ils montrent comment dans la jungle, les tribus, c'était en quelque sorte pour lutter contre l'adversité végétale, d'autres tribus animalières, etc. Et mon hypothèse était de dire, dans les jungles de pierre que sont nos mégapoles actuellement, la tribu a la même fonction, serrer les coudes, pour le dire bref. Et donc, de fait, on est en train de faire l'apprentissage de cela. Je dis bien apprentissage, dans le sens maçonnique. Il y a des épreuves. On est en train de vivre une épreuve, c'est-à-dire on est en train de quitter l'unité. Je vais reprendre un concept de la philosophie médiévale pour arriver à l'unicité. L'unité, c'est l'un. L'unité, c'est reductio ad unum. L'unicité, c'était d'ailleurs dans la philosophie et la théologie du Moyen-Âge, la Trinité, le mystère de la Trinité. C'est-à-dire, ça tient, il y a de la relation, alors qu'il y a des spécificités de diverses personnes. Voilà ma réponse, elle est un peu philosophique, mais on est en train de quitter l'unité fermée pour une unicité ouverte. Ça se fait difficilement. C'est avec des épreuves. Mais après tout, je le dis bien, moi, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. On est en train de faire l'apprentissage, en quelque sorte, d'une autre manière d'être. Alors actuellement, oui, tu as raison, ça se traduit par des formes d'intolérance. Oui, est-ce qu'on a peut-être perdu notre valeur fondamentale qui est la valeur du dialogue et on est plus dans la polarisation des idées? Oui, là encore, je considère que la maçonnerie a quelque chose à apporter. Des bons auteurs comme Viat montraient qu'une des grandes valeurs de la maçonnerie, c'était la tolérance. On a oublié ce mot. La tolérance a été un mot galvaudé. Il y a des maisons pour cela, a-t-on dit. Alors que la vraie tolérance, c'est justement ce rapport à l'autre. Accepter l'altérité et non plus être enfermé dans le petit soi. Alors voilà, je sais bien que ce que je dis est un peu optimiste, mais moi je pressens, je sens qu'il y a ce retour de la tolérance, qu'il y a quelque chose qui met l'accent en quelque sorte sur ce qui est la thématique de ces entretiens, l'altérité. Et c'est ce retour de l'altérité, moi, qui me paraît important. Et encore une fois, la maçonnerie traditionnelle, la mosaïque, si on reste sur cette image-là, eh bien, c'est un propos de cohésion à partir de la diversité. Merci, je passe à Dominique. Alors, une question qui est posée, la conscience du sacré n'est-elle pas nécessairement et d'abord un processus d'individuation avant d'être une expression collective? Là encore, il faut être précis dans les termes. Il y a deux mots tout à fait différents. Individuation et individualisation. Bon. Oui. Alors, l'individualisation, c'est justement l'enfermement dans l'individu. L'individuation, telle que Carl Gustav Jung en parle, par exemple, dans la psychologie des profondeurs, c'est justement le soi plus vaste. Et pour moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a d'une manière souterraine, d'une manière un peu cachée, il y a ce retour non pas de l'individualisation, mais de l'individuation, c'est-à-dire on participe d'une communauté. C'est ça la religion, le religare. C'est-à-dire en quelque sorte, et là encore, moi je pense que la communauté, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'idéal communautaire, et c'est la loge, par exemple, maçonnique, qui est aussi une communauté, il ne faut pas l'oublier. Là encore, c'est dans le trésor caché maçonnique qu'il y a non plus l'enfermement en soi-même, mais la participation aux autres, à l'altérité. Alors, une question qui est un peu dans le même sens, on pose la question, êtes-vous franc-maçon ? Et ensuite, mes frères me reconnaissent pour tel. Et dans le secret du passage du soi, S-O-I, petit S-O-I, au soi, S majuscule O-I, fait d'amour fraternel. Qu'en pensez-vous? Ah oui, moi je pense que c'est justement là une des grandes spécificités. Mes frères me reconnaissent comme tel. Et il y a là,
encore une fois, comment dire, quelque chose qui est de l'expérience. Le mot de l'expérience maçonnique très forte, hein, que parfois les maçons malheureusement oublient, mais l'expérience maçonnique, vous voyez, le mot expérience, je le rappelle toujours, vient du vieux mot français espérir, c'est-à-dire périr à soi pour naître à l'autre. Et je pense que le cœur même, le cœur battant de l'expérience maçonnique, c'est périr à soi, petit, avec un petit s, le petit soi, hein, l'individualisation, pour naître au soi, le soi de la communauté, le soi de la loge, le soi de quelque chose qui est bien plus vaste. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais l'expérience maçonnique, bien comprise, reposerait là-dessus. Je répète, périr à soi pour naître à l'autre. On dit bien périt et vivat. Voilà, exactement, c'est ça. Une autre question. Le sacré serait-il l'aspiration à quitter sa fonction d'objet pour accéder à celle de sujet actif et reconnu? Alors, là encore, bon, ce serait un autre débat, mais puisque j'ai cité 2 ou 3 fois mon maître et ami regretté Gilbert Durand, il montrait justement que dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, on cessait d'être un objet dominant un sujet, d'être un sujet dominant un objet, hein, par exemple, le sujet qui domine la nature, le sujet qui domine les autres dans le cadre de la politique, etc. Mais il proposait une expression très, très riche, il parlait d'un trajet anthropologique. Trajet. Et pour moi, le sacré, c'est ce processus trajectif, hein, c'est-à-dire ce va-et-vient, qui fait que je ne domine pas la nature, je ne domine pas l'autre, dans le cadre du politique, mais il y a un feedback, hein, une réversibilité. Et c'est une belle expression de Gilbert Durand, je vous incite à la méditer, trajet anthropologique, ce qui est un trajectif, un va-et-vient. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà pour moi ce qu'est un des éléments du sacré. Encore une fois, quelque chose qui fait qu'il n'y a plus cet enfermement en soi, dans le petit soi, mais au contraire, le fait de participer à quelque chose de plus vaste. Les jeunes générations, il est toujours intéressant d'écouter les mots qui sont employés, quand ces jeunes disent « je m'éclate hein, », je m'éclate dans tel processus festif, etc. Dans ce « je m'éclate » juvénile, il y a typiquement ce que je viens d'indiquer. Il y a typiquement une expression du sacré, c'est-à-dire quelque chose qui fait que je m'éclate dans l'autre. Je ne suis plus enfermé dans le petit soi, mais on s'éclate à bien des égards dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Merci Michel. On peut retourner maintenant au XVIe siècle. Peut-être tu te souviens de la controverse de Valladolid qui était de valider en Espagne la conversion des Amérindiens. Alors, est-ce que ta perception de l'altérité aurait pu résoudre cette controverse? Alors, moi, j'en sais rien. Disons que ce que je peux dire, je n'aurais pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit, et surtout pas au passé. Mais il me paraît, moi, qu'il y a juste ce qui est en jeu, je l'ai induit, hein, je ne l'ai pas bien développé, mais je l'ai induit en parlant du holisme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans le fond, et où l'expression que j'ai dit aussi de religiosité, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a dans le fond une forme d'acceptation. J'ai employé le mot polythéisme tout à l'heure. Le polythéisme, eh bien, nous, ça nous a frappé dans diverses études qu'on a pu faire sur ceux qui étaient en gestation actuellement. Oui, ben, ça va être le candomblé brésilien, le tantrisme, un peu de yoga, la mystique chrétienne. Ouais, tu vois, des choses de cet ordre-là, là encore, voilà ce qu'est la mosaïque. Hein, et de ce fait, ce n'est plus, encore une fois, je suis très attentif à ces 2 mots, unité et unicité. Hein, ce n'est plus l'unité qui est fermée en soi, mais l'unicité. Et de fait, en effet, ça pourrait être un des éléments pour la querelle de Valladolid, c'est-à-dire non pas simplement convertir à une seule religion, mais au contraire, ben, se rendre compte qu'il peut y avoir des participations au sacré qui peuvent être multiples, et c'est ce qui me paraît être en jeu véritablement actuellement. Donc on revient au pavé mosaïque finalement. Oui. Et le pavé mosaïque, bien évidemment. Oui, oui. Bien évidemment. Tu as parlé d'un retour aux valeurs traditionnelles, mais que penses-tu à ce moment-là de l'intelligence artificielle ou des métavers qui changent nos rapports entre nous, nos actions, nos réflexions? Je vais te le dire d'une manière imagée.
Moi, je considère, hein, je l'ai même développé dans un de mes livres, je pense qu'il y a un réenchantement du monde grâce à la technique. Hein. Il y a une technomagie qui est en jeu actuellement. Pour bien me faire comprendre, au 3e, 4e siècle de notre ère, quand il y avait 3 religions dites à mystère. Il y avait le christianisme, qui était la religion des pauvres, des soldats. Mithra, qui était la religion des officiers qui devaient triompher, et Orphée, qui était une religion assez proche de Mithra. Et on pensait que c'était Mithra qui allait triompher. Curieusement, c'est le christianisme qui a triomphé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est un grand penseur du 19e siècle, Ernest Renan, qui l'a montré. Il montre que le christianisme va sécréter, en quelque sorte, un dogme qui est le dogme de la communion des saints. Le dogme de la communion des saints, c'est que la petite église de Milan est unie en esprit à celle de Lugdunum, de Lutèce, de Narbonne, etc., de Rome, etc., et que c'est cette espèce d'union en pointillé qui va assurer le triomphe du christianisme contre les 2 autres religions à mystère. Et de mon point de vue, c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Si je le dis d'une manière un peu provocante, Internet, c'est la communion des saints postmoderne. C'est-à-dire que d'une certaine manière, au travers des réseaux sociaux, des forums de discussion, des blogs, etc., de ce qui est la culture, la cyberculture, véritablement, eh bien, il y a une relation, et ce ne sont plus les journaux officiels, ce n'est plus les télés ou les radios qui prédominent actuellement. C'est bien ce qui se dit sur les réseaux, ce que nous sommes en train de faire actuellement. Soyons clairs, c'est-à-dire le fait qu'à bien des égards, à partir des discussions, d'échanges, Internet aidant, eh bien, il y a une communion de ça. Voilà en quel sens, personnellement, je considère qu'à l'encontre de ce qui est trop souvent dit, c'est-à-dire ce qui serait encore un isolement, compte de la technique, cette technique permet d'être en relation, un relationniste, non plus le primum individuationnisme, mais le primum relationniste. Et c'est en ce sens que, pour ma part, je suis attentif à bien des égards à ce qui est en jeu sur la technique contemporaine. Je reprends la parole. C'est très traditionnel. Plusieurs questions un peu similaires. Le retour du sacré est-il le retour des religions? N'y a-t-il pas dans ce cas un retour au dogmatisme, au communautarisme? Et des questions qui se rejoignent. Le communautarisme ne peut-il pas conduire à un repli vers un entre-soi au lieu de former l'unicité? Et autre sujet de préoccupation, un retour de la religiosité à tout craint n'est-elle pas aussi le retour de la manipulation des esprits? C'est un paquet assez important là-dessus. Oui. Moi, je n'aime pas beaucoup le mot que tu as employé, qui a été dit dans cette question, communautarisme. C'est encore une manière trop facile, de mon point de vue, de stigmatiser la communauté. Il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure, à bien des égards, l'idéal démocratique en gestation. Alors, soyons clairs, quand Hannah Arendt montre qu'il y a un idéal démocratique en gestation, c'est pas facile, c'est un idéal. On est tendu vers, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des reculs. Eh bien, de mon point de vue, c'est ce qui est en train de se passer dans ce que j'appelle l'idéal communautaire en gestation. C'est-à-dire, non pas le communautarisme, mais un vrai idéal qui est en train de s'élaborer difficilement, avec bien sûr des conflits et tout à l'avenant. Voilà. Alors, si on reste sur une conception, encore une fois, de la société dans son ensemble, on oublie qu'il y a ces petites communautés qui sont très quotidiennes et que c'est à nous de les accompagner. Là encore, je considère que c'est un idéal maçonnique. Là encore, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le trésor, ce que j'appelle le trésor caché, le pavé de la mosaïque. Voilà. Alors, cela se fait avec difficulté. J'ai bien dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr qu'il y a des enfermements. Bien sûr, ce serait vain et totalement de ne pas voir ce qui est cela. Mais en même temps, on peut penser que même si c'est dans la difficulté, il y a une manière, en quelque sorte, de constituer cette res publica, cette mosaïque-là. Voilà mon point de vue. Soyons clairs, encore une fois, ça se fait dans la difficulté. C'est à nous d'accompagner. C'est ça la tolérance. C'est ça le relativisme.
Alors, du coup, on n'est plus là dans le dogmatisme. Ce n'est pas des instituts. Moi, je n'ai pas parlé, le retour du sacré, ce n'est pas le retour des institutions religieuses fermées. Hein. C'est au contraire quelque chose qui est justement transversal, quelque chose qui est fondamentalement tolérant, mais quelque chose qui, comment le dire, quelque chose qui, d'une certaine manière, comment dire, redonne son sens au vrai mot laïcité. Hein. Je vais le préciser. Dans les monastères du Moyen-Âge, quand les frères Lay, L-A-I, les frères convers, on disait les frères Lay, c'était dans le fond les techniciens de surface, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire, il y avait les moines, qui étaient les clercs, et il y avait les frères Lay. Lay en grec, c'était le peuple. Laïkos, c'est le peuple. Et on a oublié cette conception de la laïcité, et à bien des égards, les laïcs actuellement sont des laïcards, hein, sont des nouveaux cléricaux. Hein, si je puis le dire de manière un peu provocante, sont les nouveaux curés avec un dogme. Alors que la vraie laïcité, eh bien, c'est justement de savoir ritualiser le sacré, l'homéopathiser. Hein, et que je considère d'ailleurs que c'est parce que justement on n'a pas su ritualiser le sacré, parce qu'on a été des laïcards, qu'il y a eu ce retour pervers, par exemple le fanatisme islamique et d'autres fanatismes du même ordre, hein, qui sont en quelque sorte la conséquence perverse du fait qu'on n'ait pas su intégrer et ritualiser le sacré. Or, il me paraît qu'il y a justement dans la maçonnerie traditionnelle, dans ce que j'appelle le trésor caché de la maçonnerie, il y a cette capacité de ritualiser et donc, si je fais image, d'homéopathiser le sacré pour qu'il ne devienne pas pervers, hein, c'est-à-dire qu'il ne devienne pas fanatique. Tu as cité ce livre que tu as écrit qui s'appelle Trésor caché, Lettre à un franc-maçon et à quelques autres. Est-ce que c'est justement le retour à la tradition et au rituel? Oh, ben, dans ce livre, je montre le trésor caché, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire qu'il y a un trésor, comment dire, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est en phase avec l'esprit du temps, qui est en phase avec la postmodernité. 2 points très précis, non pas le progressisme, mais la progressivité. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà un des trésors de la maçonnerie. Hein, chaque tenue, on parle de la philosophie progressive. Là, c'est pas du progressisme, hein, qui peut être destructeur, c'est la tradition. Le deuxième élément de ce trésor caché maçonnique, je l'ai allusivement indiqué tout à l'heure, ce n'est plus simplement l'éducation, mais c'est l'initiation. Voilà encore une fois un trésor caché. L'éducation repose sur une idée simple. Le petit enfant, il n'y a rien chez lui. Je le tire. Hein, educare, ça veut dire ça. Hein, je le tire. L'initiation, c'est qu'on fait ressortir le trésor qui est là, en tout un chacun. Tu vois, voilà par exemple un élément dans le trésor caché maçonnique qui me paraît être en phase. Alors, ces jeunes générations ne diront pas initiation, ils diront coaching, ils diront accompagnement, peu importe le terme, tu vois. Mais voilà ce que j'appelle le trésor caché, c'est-à-dire quelque chose qu'il y a dans la franc-maçonnerie, et c'est ce que je développe dans ce livre, le trésor caché, lettre ouverte aux francs-maçons, c'est de montrer qu'il y a dans la maçonnerie traditionnelle des éléments qui sont en phase avec la postmodernité. Et j'interviens souvent dans des tenues maçonniques, dans diverses obédiences d'ailleurs, où j'insiste justement sur cette espèce de trésor caché que très souvent les obédiences ne veulent pas voir, hein, ou que les institutions des obédiences laissent de côté, alors qu'il y a encore une fois ce trésor qui est là réel. Une autre question. Faisant partie de la nouvelle génération, j'aspire profondément à vivre dans l'émotion, l'enthousiasme et le rapport à l'autre. Mais cela n'est pas permis pour toutes les classes sociales. En reprenant la pyramide de Maslow, la recherche ou le retour du sacré est-il accessible à tous? Et je rajouterais, comment peut-on faire le lien entre la raison et l'émotionnel? Je parle la raison et... Le lien entre la raison et l'émotionnel. Et l'émotionnel. Alors, sur le premier point, oui, alors moi, je ne crois plus du tout aux classes sociales, ni aux catégories socio-professionnelles. Il y a quelque chose qui est véritablement transversal. Et de ce fait, oui, je considère que ce retour du sacré n'est pas celui des classes privilégiées et qui va se retrouver de diverses manières un peu partout, et en particulier ces jeunes générations qui vont participer ensemble
je sais pas moi, à des concerts, à des rave parties, qui vont à des rassemblements musicaux de divers ordres, où il y a là du sacré qui est en jeu, ne l'oublions pas. Hein. On oublie trop souvent que ces grands rassemblements musicaux sont très ritualisés. Donc, de ce point de vue, oui, je pense que c'est transversal. Hein. On n'est plus dans les grands enfermements de classe tels que l'a développé la tradition hegeliano-marxiste, mais au contraire une mise en perspective beaucoup plus vaste. Et alors, sur le deuxième élément, je vais le dire en latin, c'était dans la perspective de saint Thomas d'Aquin, qui le héritait d'Aristote, il disait « Nihil in intellectu, qui non fuit prius in sensu ». Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Et c'est ce que j'ai appelé, pour ma part, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la raison sensible », c'est la raison sensible. C'est ça l'entièreté. C'est ça une conception holistique de ce que j'appelais l'entièreté de l'être. Donc, non pas simplement le cerveau, la raison, non plus simplement les sens, mais une conjonction, en quelque sorte, entre la raison et les sens. Voilà ce qui me paraît être une perspective. Et là encore, les rituels maçonniques mettent l'accent sur cette raison sensible. C'est-à-dire que c'est le corps qui parle et que c'est le corps individuel qui s'unit dans un corps collectif et qui va participer à la création de la communauté. Donc, tu vois, c'est ça pour moi. Ce n'est pas simplement une séparation entre la raison et l'émotion, mais une conjonction entre la raison et les sens. La raison sensible. Voilà l'oxymore qu'il faut avoir à l'esprit, la raison sensible. Dominique? Alors, c'est une question sur la laïcité qui est essentiellement ou par essence la liberté de conscience et donc opposée au dogme religieux. Et est-ce que tu penses que être laïcard, ce serait que de refuser les dogmes religieux? Disons, c'est être, quand j'ai dit laïcard, hein, c'était une manière un peu provocatrice et je regrette et je ne tiens pas à insister trop là-dessus, mais je voulais dire que très souvent, il y a des laïcs qui sont très dogmatiques. Hein, et qui donc, et on le voit de diverses manières, dans beaucoup d'attitudes comme ça, même de la libre pensée, si tu veux, qui est à bien des égards assez dogmatique. Hein. Nietzsche disait, ils ne sont ni libres ni penseurs. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut éviter d'être dogmatique et que dans le fond, à bien des égards, il y a dans une certaine conception de la laïcité une forme de dogmatisme. Et au contraire, arriver à bien des égards à convivre avec l'autre, même si cet autre, justement, n'a pas du tout la position qui est la mienne. Je le rappelle, moi, hein, il y a toujours une relation à faire entre la tolérance et le relativisme. On considère que le relativisme, en français, c'est une tout se vaut. Non. Un philosophe dont je m'inspire, Simmel, dit que le relativisme, c'est la relativisation de la vérité unique et la mise en relation de ces vérités plurielles. Et c'est ça la tolérance. C'est ça le relativisme. C'est-à-dire accepter qu'il y ait des vérités et en même temps mise en relation de ces vérités. Et le relativisme et la tolérance vont de pair. Et pour ma part, là encore, pour moi, c'est une des caractéristiques essentielles de la maçonnerie traditionnelle. Donc, éviter le dogmatisme. Merci. Alors, tu parles de la maçonnerie traditionnelle, le retour du sacré, la nostalgie du sacré. Ça peut faire plaisir aux adeptes de René Guénon qui, avec la crise du monde moderne en 1927, disaient, ben voilà, on entre dans l'âge sombre, hein, le Kali Yoga. Et donc, est-ce que ton retour du sacré, c'est de revenir à une vérité absolue, une vérité perdue qu'on doit retrouver dans la maçonnerie? Moi, j'ai lu et je considère que l'œuvre de Guénon est une œuvre importante. En même temps, dans mes livres, je ne le cite pas. On m'a plusieurs fois posé cette question, d'ailleurs, je dois avouer, dans les divers débats que j'ai eus. Encore une fois, œuvre importante, œuvre de mon point de vue un peu trop sectaire, pour dire bref, hein, c'est-à-dire un peu trop fermée à bien des égards. Voilà. Alors, il faut puiser, hein, une abeille fait son miel de toutes les fleurs. Hein, et en la matière, il faut puiser dans l'œuvre de Guénon, mais pour moi, il n'y a pas un retour à ce qui aurait été perdu. J'ai donné une image très simple tout à l'heure, la spirale. C'est-à-dire qu'on voit revenir, la spirale, c'est qu'on voit revenir des choses qu'on avait cru dépasser, pas exactement au même niveau. Pas exactement au même niveau. C'est ça mon idée de la tribu. C'est-à-dire, on ne va pas revenir aux tribus traditionnelles
tel que les ethnologues l'analysaient. Mais on voit revenir l'idée de la tribu, c'est-à-dire avec la spirale. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire, encore une fois, c'est ceux qui évitent les dogmatismes et nous avons, tenant d'une authentique laïcité, à éviter le dogmatisme laïque, laïcard. Voilà, quel sens se dit. Merci. Je crois qu'on doit laisser la parole à Alain Noël ou à Marie-Thérèse, puisque nous sommes bientôt vers 21 heures. Est-ce que je peux juste dire un dernier petit point? Michel, nous sommes dans une période où le pessimisme est quelque chose qui est vraiment dit à tous les moments, que ce soit le pessimisme sur le plan de l'écologie, que ce soit le pessimisme sur le plan de la santé, que ce soit sur le pessimisme sur tout ce qui est de nature économique ou autre. Et pourtant, tu apportes dans tes écrits et dans tes paroles un optimisme extraordinaire. Qu'est-ce qui fonde cet optimisme très fort chez toi? Oh, je ne sais pas si je suis optimiste. Moi, mon propos tout au long de ma carrière, et contre parfois mes chers collègues d'ailleurs, et dans des débats par ailleurs, ce que j'ai eu dans de nombreux ateliers maçonniques, c'est de rendre attentif, je dirais, à la sensibilité. Pour le dire simplement, très simplement, moi j'essaie d'être un renifleur du social. Non pas un dogmatique du social, mais un renifleur. Renifler ce qui est dans l'air du temps. Or, quand tu renifles, quand tu traînes, là je suis dans mon petit village là actuellement, et je parle avec ma parentèle, mes amis, mes voisins, etc., ces jeunes générations, mais pas que, eh bien je me rends compte qu'il y a une vitalité, un vitalisme. Alors voilà, ce qui fait que l'institution est pessimiste. On reste sur des valeurs qui sont en train de cesser, alors qu'encore une fois, ce qui est la vie, tout simplement, fait que on sait intégrer la peur. On n'a pas peur de la mort. La peur de mourir n'empêche pas la mort, mais empêche de vivre. Voilà. Et donc, c'est un livre que je suis en train d'écrire actuellement sur le temps des peurs, en montrant qu'il faut dépasser les peurs, quelles qu'elles soient, sanitaires, institutionnelles de divers ordres. Et c'est ça l'homéopathisation. Et là, il me paraît encore une fois qu'il y a dans la maçonnerie un trésor qui fait que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et il faut accompagner ce nouvel ordre en gestation. J'ai terminé par Blois, le vrai prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Merci Michel. Je donne la parole à Marie-Thérèse. Bien, écoutez, merci à tous. Et avant de vous remercier vraiment très fort, tous les trois, et de donner la parole en conclusion à Alain Noël, je voudrais juste dire que lorsque nous avions décidé, Alain Noël et moi, de travailler cette année sur les identités, parce qu'on s'était bien rendu compte qu'autour de nous, il y avait des tas de difficultés de vivre, j'allais dire, quelque part, pour tout un chacun. Nous n'avions pas sans doute pensé que nous allions vivre, à travers ces différents entretiens, suivre ce trajet anthropologique dont nous a parlé Michel, de soi à l'autre, et que nous allions faire surgir, sans l'avoir vraiment recherché, le retour du sacré. Et c'est en fait une voie finalement très précieuse que celle que tu nous as apportée, Michel, ce soir, à travers tout ce dédale entre les identités, puisque nous avons bien compris qu'elles étaient nombreuses, soi, l'autre, les autres, et cet aller-retour dans les deux sens pour former cette personnalité holistique dont tu nous as entretenu. Et vraiment, ce fut un beau moment. Nous avons eu énormément de connexions et je crois que tout un chacun a dû être très satisfait de tes propos. Je vais laisser la parole à Alain Noël, mais je voudrais d'ores et déjà, à titre personnel et au nom de tous ceux qui nous entendent, te remercier vraiment très fort de ton intervention. Remercier nos deux Dominique et Dominique Alain, d'avoir été présents et de nous avoir aidés ce soir. Alain Noël, je te donne la parole de conclusion. Oui, très simplement, Dominique Gagliardi a prononcé le mot d'optimisme. Et je pense que tous les propos de Michel Maffezoli ce soir n'ont peut-être pas été ceux de l'optimisme, mais à tout le moins, ils ont été ceux de l'espérance. Ceux de l'espérance pour la société et aussi, ce qui nous concerne plus pour tous ceux qui sont francs-maçons,
et qui concerne ceux qui nous écoutent qui ne sont pas francs-maçons, car il y a les deux dans nos auditeurs, c'est peut-être aussi l'espérance que l'institution maçonnique pourrait peut-être retourner à ses sources, à ses véritables sources, et se projeter dans l'avenir, car actuellement elle ne s'y projette plus vraiment comme on pourrait le souhaiter. Deuxième élément essentiel, c'est peut-être tout simplement de rappeler que Dominique Frémont était président du groupe de recherche Alpina, donc des loges de recherche de la Grande Loge Suisse Alpinoc que je connais par ailleurs, et rappeler que Michel Maffezoli est tout simplement président d'un atelier de recherche qui s'appelle les Ateliers d'Abélard, XIIe siècle, dont l'inspiration a nourri son exposé aujourd'hui. Troisième chose, nous allons nous retrouver pour l'avant-dernier entretien d'été, jeudi prochain. Nous venons d'explorer les identités et altérités au fond, au sein de la culture occidentale. Eh bien, le professeur François Laplantine, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Lyon 2, l'université Lumière Lyon 2, nous parlera certainement de l'altérité vis-à-vis d'autres populations. Il a travaillé beaucoup au Brésil, il travaille actuellement sur le Japon, et nous l'entendrons sur le thème de l'identité et la pensée métisse. La pensée métisse qui nous concerne tous, parce que c'est peut-être la pensée d'avenir qui nous concerne véritablement. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous. Merci à Michel de son brillant exposé. Merci à nos modérateurs de leur brillance aussi, de leurs interventions. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, car il y a encore plus de 200 intervenants, plus de 200 connectés sur 200 ordinateurs. Globalement, ça fait 300 à 350 personnes qui sont devant leur écran. Merci à tous et à jeudi prochain. Et merci à Jean-Robert pour la technique. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.